Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous ce soir pour ce troisième événement des 75 ans de l'informatique en France. Donc, on a le plaisir d'entendre ce soir Fabrice Cordon que l'on accueille dans son laboratoire. Oui, tout à fait, d'accord. Puisqu'effectivement, pour ceux qui ne savent pas, c'est le directeur du LIPSIS. Donc Fabrice, effectivement, a un parcours effectivement plus orienté système formel, une expertise effectivement sur les systèmes répartis, sur le système tout court même. Et donc ce soir, il va aborder quelques-uns de ces aspects-là en se servant un petit peu de l'excuse de quelques films et de l'usage qui est fait de l'informatique dans la fiction et dans le 7e art plus largement. Et voir à travers quelques films comment est-ce que les gens peuvent percevoir ce que c'est que l'informatique, comment est-ce que ça fonctionne, que ce soit au niveau des interfaces, des échanges qu'on a avec un ordinateur, ou même comment est-ce qu'un ordinateur ou un système artificiel fonctionne, et voir un petit peu le décalage qu'il peut y avoir, ou pas d'ailleurs, entre la réalité et la fiction. Donc, merci beaucoup Fabrice de proposer cette intervention, et puis donc, la parole est à toi. Ok, bonsoir à tous, merci d'être là. Donc, je suis à la fois un informaticien un peu geek et puis j'aime bien le cinéma, et donc l'idée c'est qu'on regarde un petit peu la façon dont l'informatique est représentée dans le 7e art, et vous découvrez que parfois il y a des petits décalages par rapport à la réalité, et quand on regarde un certain nombre d'anciens films, parfois aussi des prédictions qui sont intéressantes. Donc, on est au cinéma de 18h et pas de minuit, donc on va jouer avec quelques films de science-fiction célèbres, on va les voir au fur et à mesure. À chaque fois, j'ai pris quelques extraits avec un parti pris, bien évidemment, et on va en prendre prétexte pour discuter de mécanismes qu'on trouve dans les ordinateurs et parfois de la manière dont ils sont représentés dans ces films. Alors, il faut voir que l'image de l'informatique, elle est faussée. Elle est faussée pour toute une série de raisons. D'abord parce que, en fait, et c'est particulièrement vrai pour la jeune génération, dont on a un certain nombre de représentants ici, vous avez grandi avec l'informatique. Et en fait, ce que vous voyez de l'informatique, c'est les téléphones, les tablettes, Internet, les réseaux sociaux, etc., etc. Et vous n'avez pas forcément conscience de toute la mécanique et de toute la théorie qu'il y a derrière. Et c'est vrai d'ailleurs des scientifiques qui ne font pas d'informatique, les physiciens, les biologistes, qui bénéficient, grâce à l'outil informatique, de possibilités qui font faire des avancées phénoménales à leur discipline à l'heure actuelle. Pour eux, l'informatique, c'est pas une science, c'est une technologie au service de leur science. Et donc c'est effectivement un peu compliqué. Mais il y a énormément de mécanismes sous le sol que parfois on peut faire émerger, et l'idée c'est de voir les phénomènes, ces phénomènes qui émergent, et voir comment on peut les regarder. Alors, ce qui se passe, c'est que dans mes séquences, je vais tricher parfois. Si je mets tous les films bout à bout dont il y a des extraits, on en a pour 6 ou 8 heures, donc on va calmer le jeu, sinon on est encore là demain matin. Et en fait, juste pour vous indiquer, quand il y a une coupure, parfois on peut avoir l'impression que c'est une continuité. Non, j'ai coupé de façon à ramener les extraits à des moments raisonnables. Donc quand vous voyez apparaître ce petit logo-là, c'est quelque part il y a une coupure entre le moment d'avant et le moment d'après. Alors, le premier film, c'est un film de 1968 de Stanley Kubrick, qui est un monument de la science-fiction, mais un monument du 7e art à lui tout seul, et dans lequel c'est probablement le film de science-fiction pour lequel vous avez le rôle le plus marquant qui est tenu par un ordinateur. Donc on va regarder un petit extrait quelques extraits de ce film. Tour E8. Je regrette, Franck, vous avez raté le coche. Dame à C3. Fou prend dame. Cavalier prend fou, échec et mat. Ouais, c'est imparable. Bonsoir, Dave. Ça va, Carl? Tout est en ordre de marche. Et vous, ça va? Pas trop mal. Je vois que vous avez travaillé. Quelques croquis. Je peux les voir? Bien sûr. Un instant. Un instant. Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar. L'élément AE35 doit cesser de fonctionner dans 72 heures. Il est encore opérationnel pour l'instant? Oui. Je sais que j'ai pris quelques décisions hâtives et irréfléchies ces derniers temps. Mais je puis vous donner l'assurance la plus formelle que mon travail redeviendra tout à fait normal.
J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Et je veux vous aider à la mener à bien. Dave. Dave. Mon cerveau se vide. Je le sens se vider. Bon, alors, regardons les choses. Alors, on va jouer au jeu du « mais où est l'ordinateur ?» dans tout ça. Et en fait, ça va nous permettre de voir qu'en fait, un ordinateur, c'est finalement la partie calcul, c'est extrêmement petit. Parce que vous avez vu dans cette séquence des périphériques. Alors, premier périphérique évident, c'est l'œil. En fait, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs. Hein. On en a vu plusieurs à des endroits différents. Et en fait, cet œil, c'est un périphérique. C'est un périphérique ici en entrée qui permet de fournir des données à l'ordinateur, donc HAL, qu'il est capable d'analyser. Vous avez d'autres types de périphériques. Donc ce périphérique-là, alors on le voit au début de la partie, je pense qu'on referait ce film en 2021, ce serait un écran tactile. À l'époque, il n'était pas encore tactile, même si les écrans tactiles existaient déjà. Hein, le premier écran tactile, c'est 1952. Alors, c'était un écran cathodique avec un système de pointage. Et en fait, c'était utilisé, pas vraiment pour de l'informatique, c'était utilisé pour pointer des objets dans un système de contrôle aérien en Angleterre. Et puis, vous avez un écran plus classique, le petit morceau d'écran où il montre effectivement le composant qui va s'échapper. Donc, tout ça, aucun de ces éléments n'est l'ordinateur. L'ordinateur, on commence à le voir, en fait, ici. Donc ici, vous voyez, on a une espèce de grand centre de calcul dans lequel il rentre. Alors, il est en fait au centre du vaisseau, ce qui explique que l'astronaute est un apesanteur, parce que la partie, vous le voyez, quand il se promène dans l'espèce de coursive circulaire, eh bien, c'est une partie qui doit être en rotation pour simuler une gravité artificielle. Donc là, on est ailleurs. Et en fait, on voit un certain nombre d'éléments. Et puis, vous voyez que dans cette séquence-là, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on voit bien, quand il est en train de dévisser les éléments, il y a marqué Memory Bank. Donc, on n'est pas sur le CPU, le processeur. On est sur des éléments de mémoire. Alors, on peut imaginer que tout ça sont des éléments de mémoire et quelque part, il y a d'autres éléments qui sont des éléments de calcul. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'unité centrale. Et effectivement, on est sur une vision assez classique, où on a une unité centrale et un certain nombre de périphériques, sachant que le système complet, là ici on a quasiment affaire à un robot, c'est le vaisseau. Donc le vaisseau, tous ces équipements, donc vous avez ici des capteurs qui vont recevoir de l'information, ça peut être des radars, des choses comme ça, les caméras et autres, et puis vous avez des actuateurs, comment dire en français, des éléments, des actionneurs, excusez-moi, voilà, des actionneurs, qui, en fait, permettent à l'unité centrale, une fois qu'elle a fait les calculs, de déclencher des mécanismes, de lancer les moteurs, de changer la trajectoire, etc., etc. Et en fait, il faut voir que, dans un système comme ça, eh bien, l'humain, il fait partie du système, même si c'est pas l'ordinateur. Et donc, vous voyez que dans l'informatique d'aujourd'hui, alors, on est dans de la science-fiction pure, mais si vous prenez un véhicule moderne, eh bien, le système, ça n'est pas que le véhicule. D'accord? C'est le véhicule, les passagers et tous les capteurs et déclencheurs qui sont à l'intérieur. Il faut que vous sachiez que dans une voiture moderne, par exemple une voiture électrique de type Tesla par exemple, vous avez 100 millions de lignes de code de programme. C'est l'ordre de grandeur que vous avez. Et vous avez des centaines de processeurs, alors parfois des tout petits, qui sont en fait des capteurs qui vont détecter des vitesses de rotation de roue, des choses comme ça, et puis des vrais calculateurs, des vrais processeurs qui traitent de l'information et qui éventuellement font la réaction. Donc, il y a 3 niveaux. Donc, il y a l'unité centrale, c'est là que vous avez entre guillemets l'intelligence. On va arrêter d'utiliser ce mot-là, c'est dangereux, mais c'est là que vous avez les calculs. Vous avez toute une série de périphériques autour qui vont permettre d'échanger avec le monde extérieur en entrant ou en sortant, et l'ensemble fait un système. Et parfois, quand vous avez un équipage, comme dans un vaisseau, comme dans un véhicule, comme dans un sous-marin, par exemple, ou dans un bateau, eh bien, vous devez considérer que les humains qui sont embarqués à l'intérieur, ils font partie, quelque part, du système. En tout cas, vous devez compter avec.
Et vous devez compter avec leurs possibles réactions. Alors, donc le vaisseau, quelque part, c'est un robot. Alors, c'est pas un robot qui a 2 jambes, 2 mains, etc., un robot humanoïde, mais c'est un robot. C'est un robot qui est capable d'interagir avec son environnement, qui saura quand il faut s'arrêter, et c'est lui qui gère toutes les fonctions du vaisseau. Alors, la voiture, si le jour où la voiture sera autonome, eh ben, on aura un robot avec le degré d'autonomie que peuvent avoir ces vaisseaux qu'on trouve dans la science-fiction. Alors, il y a un truc qui est intéressant dans ce film, c'est l'interaction homme-machine. Parce que, rappelez-vous, 1968. Et 1968, la vision, elle est extrêmement moderne. Alors, c'est marrant parce qu'on fait ce qu'on appelle du futur antérieur pour moi. C'est-à-dire qu'on a la vision, on regarde en 2021 ce que 1968 voyait pour 2001. Alors, en 2001, on n'avait pas ça, hein, on est tous d'accord. Et finalement, même si Siri, Alexa ou Google, ça marche pas trop mal, c'est encore tout buggé. Parfois, vous dites fais-moi ceci, et puis vous avez du grand n'importe quoi derrière. Ce qui se passe, c'est quand même, il y a des progrès qui sont constants, et on peut dire effectivement que ça fonctionne mieux dans 2001 de Kubrick, dans le temps de 2001 de Kubrick. Mais effectivement, l'interface homme-machine est assez actuelle, même si du point de vue informatique, on peut trouver que c'est une interface dangereuse. Alors pourquoi elle est dangereuse? Parce que si vous pilotez des systèmes uniquement à la voix, les langages naturels ont ce charme de l'imprécision, en particulier le français, qui fait que les informaticiens qui programment, ils savent très bien que l'ordinateur fait ce qu'on lui dit de faire et pas ce qu'on veut qu'il fasse. Donc il faut être capable d'exprimer proprement ça. Mais bon, vous verrez, on voit régulièrement des ordinateurs qui sont pilotés à la voix pour des fonctions de haut niveau, pourquoi pas. Alors, je résiste pas à l'envie de vous montrer une vision qui est un peu plus tardive, c'est en 87. Vous avez une URL sur YouTube où vous le voyez, c'est un tout petit extrait. C'est le Knowledge Navigator tel qu'Apple l'envisageait. Donc c'est l'assistant ultime. And your mother reminding you about your father's surprise birthday party next Sunday. Today you have a faculty lunch at 12 o'clock. You need to take Kathy to the airport by 2. You have a lecture at 4:15 on deforestation in the Amazon rainforest. Right. Let me see the lecture notes from last semester. No, that's not enough. I need to review more recent literature. Pull up all the new articles I haven't read yet. Journal articles only? Fine. Your friend Jill Gilbert has published an article about deforestation in the Amazon. Bon, il y en a pour 5 minutes, hein, je vous fais grâce du reste. Alors, c'est marrant parce que là aussi, on a une vision assez actuelle, sauf pour l'interface. L'interface, elle est quand même juste totalement naze. D'accord ? Alors, en 87, il faut ramener ça en 87, hein, les écrans n'étaient pas encore très colorés, ils étaient encore tout petits, donc ça paraissait novateur. Maintenant, avec ce qu'on a maintenant, c'est clairement totalement dépassé. Mais c'est assez rigolo parce que alors, c'est pas du cinéma, hein, c'est un film de propagande par Apple pour montrer sa vision du futur, mais on a toujours ce fantasme de il faut communiquer avec un ordinateur par la voix. Alors, d'un autre côté, c'est logique, parce que ça implique qu'on imagine que ces machines devenant de plus en plus intelligentes, on les personnifie, et donc du coup, on communique avec elles comme avec des humains. En fait, la conclusion, c'est que le 2021... En tout cas, les systèmes tels qu'on les voit en 2021 ne sont pas encore au niveau du 2001 de Stanley Kubrick. Il y a encore du boulot. Maintenant, regardons quand même le décalage entre ce qui était imaginé par Kubrick en 68 et les ordinateurs de 68. Alors là, je vous présente le CDC 7600, qui est lancé en 1967 et qui, en 68, est la machine la plus puissante du monde. C'est un best-seller, hein. Il y a 75 exemplaires au moins à tester. À 5 millions de dollars de l'époque près, il faut voir que ça fait probablement 35 millions d'euros, la bestiole. Et si vous voyez les dimensions, ça, alors là vous le voyez une photo en action, ici c'est une image de synthèse, vous avez ici 3 mètres x 2 mètres 50 x 1 mètre 80. En gros, il tiendrait bien dans cette pièce, hein, les deux modules. Je vous dis pas l'alimentation, hein, c'est pas du 220 volts, ça dégageait beaucoup, il fallait refroidir. Et c'est une machine qui a la fantastique puissance de 36 mégaflops. Alors un flop, c'est une unité de puissance, ça veut dire, grosso modo,
opérations flottantes par seconde. Floating point operation par seconde. Alors pourquoi on s'intéresse aux opérations flottantes? La représentation des nombres est un problème en informatique, et une des représentations des nombres, en particulier des nombres décimaux, c'est une technique qu'on appelle dite de virgule flottante. Je ne vais pas la détailler ici, c'est décrit bien mieux dans Wikipédia et dans plein d'autres ouvrages, mais il faut voir que c'est les calculs les plus compliqués à faire. Et donc, par conséquent, il y a deux unités de mesure. Il y a le MIPS, c'est le nombre le IPS, ou le MIPS pour méga instruction per seconde, c'est le nombre d'instructions par seconde, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que les instructions d'un processeur à l'autre ou d'une machine à l'autre sont assez variables. Tandis que des opérations flottantes, donc des multiplications, des additions, des divisions, ça, c'est quelque chose qui a à peu près un sens. Donc, à l'époque, on fait, avec la machine la plus puissante qui est sur le marché, de l'ordre de 36 millions d'opérations par seconde. Vous allez voir, ce chiffre va un petit peu évoluer avec le temps. En 68, il se passe quelque chose de très nouveau. C'est l'arrivée du mini-computer. On n'est pas encore au micro, hein. On n'est pas encore au microprocesseur. C'est le Nova. Alors, vous voyez la différence entre le personnage que vous voyez ici et le monsieur qui est le concepteur du Nova. Donc là, on a un facteur d'intégration bien moindre. Vous voyez que cet ordinateur, il ressemble pas encore vraiment à un ordinateur tel qu'on a l'habitude de les voir, hein. On est encore à l'époque de la carte perforée, de la bande, etc., etc. Et regardons ce qui se passe en France à cette époque-là. Eh bien, en France, en septembre 68, il n'est pas encore vendu, est annoncé le Iris 50. Le Iris 50, alors c'est une étape importante en France parce que dans les années 60, le gouvernement lance le plan calcul, ce qui n'est pas possible, il faut absolument qu'on se dote de l'outil informatique. Il y a des travaux théoriques en informatique dans les universités françaises, ça, il n'y a pas de problème, il y a plein de beaux travaux, mais il n'y a pas encore d'ordinateur physique. Et donc l'Iris 50 est en gros à peu près le premier, issu d'un plan calcul. Alors c'est la C2I, qui était une société française qui avait été créée dans le cadre de ce plan calcul, qui deviendra plus tard la C2I Honeywell Bull, puis la Bull, puis enfin bon bref, c'est la grande société française qui va sortir un système. Donc vous voyez qu'on est plus sur un système qui ressemble au CDC que je vous ai montré, hein. Vous voyez la taille du bestiau, avec bon là on voit des périphériques, il y a un lecteur de bande à côté, etc. Mais c'est des machines qui tiennent à peine dans une pièce de cette envergure-là. L'Iris 50 sera suivi de l'Iris 80, etc. Enfin, il y aura d'autres machines qui viendront derrière. Et puis après, on laissera tomber. Alors, il y a un autre truc qui est très très important en 68. C'est l'invention de la disquette. Alors, la disquette de 68, c'est celle-là, qui fait 8 pouces de côté. Alors, c'est très bien, le floppy, ça se pliait un peu trop facilement. Quand elle était pliée, votre surface magnétique n'est pas tienne. En 76, donc une petite dizaine d'années plus tard, moins de 10 ans plus tard, vous aurez la disquette 5 pouces 1/4. Et puis, en 83, vous aurez la 3 pouces et demi. La différence avec les deux précédentes, c'est qu'elle est rigide. Alors, le principe, c'est que vous avez ici un moelleux qui se met à faire tourner la surface magnétique qui est flexible. Et puis, vous avez ici une tête qui circule. Même principe ici. Là, ici, le petit cache en métal que vous voyez, il sort, il se dégage et il rend visible la partie magnétique. Le gros avantage de la disquette 3 pouces et demi, c'est qu'on la met dans la poche et on risque pas d'avoir de la poussière ou d'abîmer la surface magnétique. Elle est protégée. Ici, vous avez des points qui circulent et qui permettent de synchroniser, en gros, la rotation du disque. Il se passe des choses extraordinaires, hein. On met quelques centaines de kilo-octets dans des machins comme ça. Et quand on arrivera au disque haute densité, je me souviens d'un copain qui était très content au début des années 80 d'avoir fait un formatage maison sur une disquette 8 pouces et un lecteur dédié. Il arrivait à mettre 1 méga sur les deux faces, donc 512 kilos par face. Vous voyez, la quantité de données stockées, lors de la précédente conférence, on parlait de l'imagerie et du problème de stockage des images. Vous voyez, on stockait quand même pas grand-chose à l'époque. Alors, le principe de fonctionnement, c'est simple. Vous avez un truc qui tourne, et donc, vous allez avoir des cercles concentriques sur lesquels la tête va lire ou écrire de l'information. Ces cercles, on appelle ça des pistes, et au sein de pistes, vous avez des secteurs. Donc là, on a la même chose, mais sur un disque dur. Donc, vous voyez la tête, elle bouge comme ça, et le disque, il tourne. Alors, ça marche assez bien. Le seul inconvénient, si vous voulez, c'est que c'est long parfois d'accéder. Parce que, en fait, quand la tête arrive, bon, déjà, il faut que la tête se positionne sur la bonne piste. Et puis ensuite, il faut que quand on arrive sur la piste, avec un peu de chance, le secteur qu'on lit, merde, il vient de passer. Il faut attendre un tour. Les disques les plus rapides ici, ils font 10 000 tours minute. Mais il faut quand même attendre, hein. C'est pas, et donc, c'est long. Et donc, en fait, le temps de lecture ou d'écriture,
En plus, c'est une écriture plus une lecture de contrôle, d'accord? C'est des choses qui sont relativement longues. Et ça veut dire que quand on écrit sur un disque, par rapport à ce qui se passe sur un processeur, on a des rapports de 1000 en termes de temps de réponse. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des ruses à cette époque-là. On cherche à gagner la mémoire. Un des trucs que fera Apple au début des années 80 avec les fameux disquettes 3 pouces 1/4, c'est qu'il va réussir à mettre 800 kilos au lieu de 720 kilos en observant que finalement, on peut peut-être mettre un peu plus de secteurs à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais comme la lecture, c'est plutôt une vitesse angulaire, il faudra des lecteurs à vitesse variable. Alors, c'est une bonne idée, les lecteurs s'avèreront extrêmement fragiles et au bout d'un moment, Apple laissera tomber. Il mettra les mêmes lecteurs standards que ceux qu'on trouve sur les PC, parce que, ils en vendaient moins que sur les IBM PC, enfin, les PC standardisés par IBM, mais surtout, c'était des lecteurs qui étaient assez fragiles, mais c'était une petite ruse qui permettait de mieux utiliser l'espace et la densité que l'on peut avoir sur les pistes extérieures. Sur les CD, les DVD, les disques durs, bien évidemment, c'est le même principe. Les DVD et les CD-ROM, c'est simplement pas un support magnétique, c'est un support optique, mais que ce soit une tête de lecture laser ou une tête magnétique, ça marche pareil. Sur un disque dur, bien évidemment, il est hors de question d'imaginer que la tête touche la surface. Quand la tête touche la surface, ça s'appelle un atterrissage de tête, et ça s'appelle « Adieu mon disque ». Okay ? C'est d'ailleurs assez rigolo parce que les derniers disques mécaniques, on les appelle comme ça maintenant, sont munis de gyroscopes qui fait que quand vous les lâchez, le temps qui heurte le sol et que la vibration, la onde de choc puisse provoquer un atterrissage de tête, parce que la tête elle survole à quelques micromètres la surface magnétique, eh bien le disque se parque de manière en gros à se mettre dans un coin où il est loin de la surface magnétique. Et du coup vous n'abîmez pas la surface magnétique et vous n'abîmez pas la tête de lecture. Maintenant, on en est aux mémoires flash. Vous avez entendu parler des SSD, Solid State Drive, c'est de la mémoire flash. Donc évidemment, toute cette mécanique d'attente-là, elle a entièrement disparu, puisque ça fonctionne plutôt comme une mémoire et vous allez chercher l'information directement là où elle est. Ce qui était intéressant à cette époque-là, c'est que, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, il y avait les recompactages de disques, qui consistaient, pour accélérer la lecture d'un fichier, à organiser les secteurs de manière à ce qu'ils puissent être lus de manière contiguë. Donc, le fichier, s'il fait sur 3 pistes, eh bien, tous les secteurs se suivent là, et puis le temps qu'il aille là, donc en général, il y a un décalage de numéro de secteur pour lire la suite, eh bien, en fait, le temps que la tête passe, elle arrive au bon moment sous la tête de lecture, de façon à ce que la lecture soit totalement optimisée. Donc, il y avait quand même un certain nombre de ruses qui marchaient bien pour essayer de rendre ces systèmes performants. Bien évidemment, un disque, il y a des écritures tout le temps, vous faites des modifications de fichiers. Donc, lorsque vous aviez défragmenté votre disque, eh bien, naturellement, il se refragmentait et au bout d'un certain temps, il fallait refaire cette opération. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, ces disques mécaniques sont des supports de stockage de masse extrêmement fiables et qui fonctionnent très très bien. La mémoire flash, ce qui est un peu stressant, c'est que vous avez un nombre d'écritures limité. Alors en général, quand on réfléchit, au début ça fait peur, puis après on se dit mais qu'est-ce qui se passe si je passe mon temps à écrire le disque ? Vous avez un an d'utilisation en écrivant systématiquement, en écrivant 24 heures sur 24 tout le disque, ce qui est en général rarement le cas. Donc les disques, les SSD ont quand même des temps de résistance, de durée de vie qui sont assez raisonnables. Alors, le deuxième film, là, on fait un saut dans le temps, on passe en 1977 et on passe à Alien. Alors, Alien, vous le connaissez tous, mais pas pour l'ordinateur. Mais pourtant, il y a un ordinateur et il est bien rigolo, d'accord ? Donc, on va surtout pas parler de la bébête, ça ne nous intéresse pas, mais on va s'intéresser à l'ordinateur.
Alors, rejouons au jeu du « Où est donc l'ordinateur ?» Alors, vous tenez bien que l'ordinateur, il est dans la grosse pièce où Sigourney Weaver, alias Ripley, se trouve à un moment. Mais cet ordinateur qui s'appelle Mother est absolument hilarant pour un informaticien. Alors, premier truc qui est rigolo, c'est que vous voyez qu'entre le début, la première séquence qui est tout au début du film, quand le vaisseau se réveille et quand elle rentre, vous avez noté qu'on a réutilisé un bruitage. Alors évidemment, on s'en rend pas forcément compte quand on voit le film pour la première fois, parce que il y a 3/4 d'heure minimum entre les deux séquences, mais quand on les met côte à côte, on comprend pas, d'accord? Mais bon. Ça, c'est un truc de cinéma régulièrement. Il y a des cris qui sont connus au cinéma, qui sont réutilisés, ils sont même nommés, et c'est même un gimmick pour certains réalisateurs. Le truc qui est intéressant, alors quand même l'ordinateur, malgré tout, moi un truc qui m'a toujours fait rigoler et qui est assez caractéristique d'un certain nombre de films où on reprend l'ordinateur, c'est que l'ordinateur, il faut forcément qu'il y ait des lumières qui clignotent. Éventuellement, des bandes magnétiques qui tournent. Vous avez vu, il y a des écrans partout. Mais Ripley, elle est en face, elle voit un écran. J'ai dit, mais pourquoi vous mettez des écrans derrière? Mais à quoi ça sert? Je veux dire, ça sert juste à montrer qu'on est dans un ordinateur. En 1979, le tube cathodique utilisé dans l'informatique, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais ça commence à se démocratiser. À l'époque où c'était simplement sur les consoles, ça commence à apparaître dans des terminaux. C'est-à-dire qu'on avait des machines qui avaient des processeurs qui étaient extrêmement puissants. Vous comptez... Il y avait 2 mégaoctets de mémoire à l'intérieur, c'était ahurissant. Un processeur qui a lancé à 100 MHz, mais démentiel. Et vous mettiez 200 personnes avec un terminal et un clavier. Et évidemment, donc, toutes ces personnes-là disposaient d'un écran. Donc, les loupiotes qui clignotent, il y en a plein. Alors, je vous ai fait grâce des Cosmos 1999 ou des Star Trek, ou alors ça, les loupiotes, elles sont en couleur, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, voilà, c'est l'image, pendant longtemps, et même encore maintenant, vous allez voir un peu plus loin, que les cinéastes se font, enfin, les réalisateurs se font de l'informatique, où ils pensent que le public qui regarde leur film reconnaîtra l'ordinateur. Donc ça, c'est assez rigolo pour nous, informaticiens. L'autre chose qui est intéressante ici, c'est, alors, j'ai un peu triché, en ce sens que je vous ai mis la version originale. En fait, la version originale est intéressante, c'est l'intention du réalisateur. Dans la version française, comme les textes sont écrits sur l'écran en anglais, dans la version française, on a Ripley en voix off, enfin, Sigourney Weaver en voix off qui dit les questions en français, et l'ordinateur qui les répond. Mais en anglais, il n'y a aucune interaction vocale. Donc on est 10 ans après... un peu moins, 11 ans après 2001 Odyssée de l'espace, et on a un exemple d'interaction entre l'humain et la machine qui est uniquement à coup du clavier. Bon, après, je sais pas comment ils ont fait, parce qu'elle tape 3 touches et on voit une phrase complète. Ça, c'est un autre problème, hein, bien évidemment. Donc, un bête clavier. Et puis, finalement, quand on regarde, ça, c'est la console qu'on voit au début du Nostromo, eh bien, ça ressemble effectivement à une console, avec tout ce qu'il y a. Alors, on retrouve les lumières, vous comprenez, c'est de l'informatique, il faut des lumières. Il y a un petit peu des vumètres, là, t'as des espèces de potentiomètres. Je sais pas trop à quoi ça peut servir, mais bon, voilà, c'est la console type. Ah, ça c'est par contre très réaliste, hein, la tasse, le vieux mug de café, ça on peut imaginer que c'est réaliste. Bon, alors après, c'est pas un poste d'informaticien, malgré le mug de café, c'est un poste de pilotage. D'accord? Voilà, alors en fait, la conclusion, c'est que finalement, Alien, dans l'univers d'Alien, ce premier film, parce qu'il y a 3 autres films derrière, qu'on peut à mon avis éviter, ça se passe en 2122, dont 121 ans après le 2001, imaginé par Stanley Kubrick. Et finalement, on va le voir plus loin, on est sur des interfaces homme-machine qui sont très contemporaines de la sortie du film. Pourtant, on est censé se situer à l'époque, donc 79, on est à plus de 140 ans dans le futur par rapport à la date de réalisation. Donc en fait, alors c'est aussi lié au fait que probablement le rôle de l'ordinateur est pas aussi central. Il apparaît plusieurs fois interrogé par différents membres d'équipage où il explique que c'est bien gentil, mais on peut rien faire contre la bébête. Donc c'est pas un personnage aussi proéminent que Hal dans 2001, mais malgré tout, il n'y a pas beaucoup de recherches sur l'anticipation de ce que ça pourrait être. Alors, il y a une autre question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la séquence 1 ? Et ça donne l'occasion... Alors, en fait, dans la séquence 1, ce qui se passe, c'est que cette séquence, elle est beaucoup plus longue. Moi, je trouve qu'elle est très très belle dans ce début. C'est le réveil du navire. Vous avez ce vaisseau qui est dans l'espace, et pour une raison qu'on ignore, à un moment donné, il y a quelque chose qui se déclenche. Et donc, on peut penser que c'est un démarrage. Alors... le démarrage est une opération intéressante dans ce ordinateur parce que c'est une opération qui est vachement compliquée. La machine n'est pas alimentée,
Et donc, il n'y a aucune information qui est stockée dans la machine. D'accord? Et donc, c'est finalement, pendant longtemps, ça a été un problème compliqué. En fait, nous autres informaticiens, on parle de boot, de bootstrap, et un terme qui est beaucoup plus connu du grand public, de rebooter. Le réflexe d'un informaticien quand il comprend rien, c'est CTRL-ALT-DEL, on reboot et on verra après. D'accord? Il y a même des blagues d'informaticiens à propos du redémarrage. Alors, regardons, qu'est-ce que c'est que le démarrage? Le démarrage, je vais mettre ma machine sous tension. Et en gros, sous tension, vous avez deux types de mémoire dans une machine. Enfin, on va commencer par la mémoire volatile, la RAM. Et bien, en fait, quand vous mettez la machine sous tension, la mémoire a une valeur à peu près aléatoire, qui dépend en fait de l'état dans lequel, je sais pas, le courant arrive ou autre. Bien évidemment, cet état aléatoire, il y a peu de chances qu'il y ait des instructions qui soient intelligibles. Et donc, il faut arriver à charger des instructions. Comment on le fait? C'est le rôle de ce fameux bootstrap. C'est qu'on va exécuter un programme minimal, qu'en général, maintenant il est en ROM. En ROM, c'est une mémoire qui n'est pas volatile, qui n'est pas reprogrammable. C'est l'idée de ce bootstrap, c'est qu'on n'a pas beaucoup de ROM. À une époque même, il n'y avait pas de ROM du tout. C'est-à-dire que quand on démarrait la machine, l'opérateur rentrait à la main avec des interrupteurs, il entrait le programme de démarrage. Ah, il est clair que le mec, on lui faisait pas rebooter la machine 3 fois par jour. Ça, il aimait pas trop, hein. Mais, je connaissais, quand j'étais, étudiant et que je travaillais l'été, dans un centre informatique, je connaissais des opérateurs qui connaissaient par cœur le boot de la machine il y a 15 ans, les fameux risques 50 ou 80, qui parfois étaient dans les configurations où ils n'avaient pas forcément l'option. Et c'est ça, c'est dit du bootstrap. C'est qu'en fait, c'est la tirette de la botte qui va vous permettre de tirer la botte et de l'enfiler complètement. Parce que ce bout de programme, il fait pas grand-chose. Il est fixe, il va tout le temps au même endroit. Mais en fait, il va chercher sur un support externe, par exemple le disque dur ou une disquette, il va chercher des bouts d'OS. Et il va charger progressivement l'OS. D'accord? Et lorsque l'OS est chargé, la machine a fini de booter. La botte est enfilée, elle est opérationnelle. Alors, si on regarde des exemples de bootstrap, l'équivalent à l'heure actuelle, vous avez peut-être entendu parler de BIOS. Alors maintenant, c'est un peu vieillot, le BIOS. On est plutôt sur des normes EFI. Il y en a d'autres. Et en fait, c'est ces programmes minimaux qui savent, quelque part, exécuter un bout de code qui va permettre d'aller chercher quelque chose et permettre ce chargement progressif de l'OS. Alors, vous allez me dire, mais c'est complètement con. Pourquoi on met pas l'OS en ROM? C'est arrivé. Alors, vous doutez bien que pour les mises à jour, c'est pas terrible. Mais il y a quelques années, il y a un vendeur de caméras connectées chinoises qui installait dans ses caméras un mini Linux qu'il avait codé en ROM, y compris la table des mots de passe de certains comptes à privilège qu'il avait oublié d'effacer. La caméra s'est vendue comme des petits pains. Elle s'est retrouvée connectée partout. Et une fois que les gens ont compris qu'on pouvait trouver quelque part le mot de passe d'un de ces comptes à privilège, ces caméras sont devenues la cible de piratage, d'où pouvaient partir des attaques dites par déni de service. Vous vous connectez sur 10 000 caméras qui sont réparties dans le monde, et vous dites à tous ces caméras, envoie 1000 requêtes vers tel serveur. Le serveur, il s'effondre, mais il peut pas détecter que ces requêtes sont envoyées par une même personne, puisqu'elles sont envoyées par 10 000 caméras qui sont éparpillées partout sur un vaste territoire. Donc vous voyez que l'intérêt d'avoir ce système de démarrage progressif, c'est de pouvoir avoir des mises à jour du système qui n'impliquent pas de reprogrammer l'intégralité de la partie qui est stockée en mémoire figée. Alors, je vous dis que c'est un redémarrage, la séquence qu'on voit au début, mais en fait, je triche. Ça peut pas être vraiment un redémarrage, parce que si vous vous souvenez du scénario, ou si vous ne le connaissez pas, le vaisseau, il est en train de partir d'un point A à un point B. Le point B, c'est la Terre. Et il est dérouté. Et on ne peut pas imaginer que le vaisseau, tous les systèmes informatiques soient éteints. Je vous ai dit, le vaisseau, là c'est le Nostromo par rapport au vaisseau Discovery, qui était celui de 2001, l'Odyssée de l'espace. Eh bien, en fait, c'est un robot. Et donc, du coup, Mother ne peut pas être éteinte. Il y a toujours quelque chose qui doit fonctionner. Et en fait, probablement que ce qui se passe dans la séquence du début, eh bien, c'est en fait le résultat d'un déroutement. C'est qu'en fait, le système répond à un événement. L'événement, on le sait dans le scénario, c'est la réception d'un message inattendu
qui fait que le vaisseau doit se dérouler vers le système où il va trouver ce message. Puis c'est là qu'ils vont trouver un vaisseau avec, en gros, une bébête va rentrer dans le vaisseau des humains et va essayer de grignoter tout le monde. Alors en fait, c'est de plus en plus utilisé. Alors c'est quoi le principe? En fait, c'est un principe qui permet de ne pas avoir des programmes classiques. Pendant longtemps, les programmes, vous aviez une séquence de code qui s'exécutait, vous lui appliquez des données, ça fait une tâche, et vous lancez tout ça et ça fait un processus. Dans les interfaces modernes, c'est un peu compliqué, parce que, par exemple, certains traitements sont liés à des événements. Je clique sur la souris, je tape sur ma surface tactile, je reçois une trame réseau, etc., etc. Et donc, en fait, soit on boucle en attendant la trame réseau, le machin ça, mais on bouffe du CPU vraiment pour rien, c'est totalement absurde, soit on a des systèmes qui réagissent sur des événements. Donc, en gros, l'idée, c'est ça, c'est j'exécute un programme. Alors là, je vous fais le cas monocœur. J'ai une interruption, je dois me dérouter, je vais suspendre l'exécution de ce programme, et le processeur va exécuter un traitement associé à ce programme. Et donc, ce que doit faire un programme moderne dans ces conditions-là, c'est qu'il démarre, il va associer à tous les événements qu'il veut capturer un certain nombre de routines de traitement, et après, il va réagir. Alors, dans les systèmes modernes, vous savez tous que les processeurs maintenant, ils sont multicœurs, c'est la même chose, sauf qu'on peut continuer l'exécution du programme ou du système d'exploitation tout en déléguant à d'autres cœurs l'exécution des traitements associés aux événements. Alors c'est marrant parce que du coup on peut se trouver à exécuter plusieurs séquences de code en parallèle, et si les séquences de code elles manipulent les mêmes données, il faut faire attention. Donc ça rend la programmation un petit peu plus tricky, mais effectivement c'est quand même quelque chose d'assez assez classique. Et si vous prenez une bestiole comme celle-là, là-dedans vous avez 6 cœurs, alors des cœurs haute performance, des cœurs basse performance, et vous avez un GPU avec 5 cœur. Donc vous voyez que finalement, des processeurs, même dans un téléphone maintenant, on reviendra un peu plus tard sur la puissance d'un téléphone, eh bien vous avez une puissance de calcul qui n'est plus que séquentielle. Évidemment, à l'époque du CDC 7600, on était sur des processeurs qui étaient très séquentiels. Donc le système alien et humain, enfin hors alien et humain, bien évidemment, est aussi un robot, et le système complet, eh bien, il inclut aussi le fonctionnement des humains, les réactions, etc. Ça me permet de caser cette jolie image avec un joli système planétaire, mais hélas, d'un point de vue technique, pas très réaliste. Alors, les ordinateurs en 79. Ah, il s'est passé plein de choses entre 68 et 79. Alors, celui qui est le roi de l'informatique, c'est le Cray One. En fait, vous avez vu dans ma diapo, quand j'ai parlé du CDC 7600, il a été conçu par un monsieur qui s'appelle Seymour Cray, qui avait des idées révolutionnaires. Et en fait, il s'est engueulé avec sa hiérarchie qui ne voulait pas l'écouter. Et du coup, il a fondé au début des années 70 une petite compagnie qui s'appelait Cray Research. Il a appliqué ces techniques et en 76 sort le Cray One. Alors, c'est la bestiole. Donc, vous avez les dimensions ici. Vous voyez que c'est quand même assez gros. Si vous regardez de dessus, c'est un grand C. Ce qui en dit beaucoup sur, disons, la mégalomanie du personnage. Cette machine est un succès de fou. Au moins 80 exemplaires vendus dans le monde, 7,9 millions de dollars pièce, donc là on est sur du 45 millions d'euros la bestiole, d'accord, dans la configuration de base bien sûr, parce qu'on peut ajouter la mémoire, on peut faire des trucs comme ça, et cette machine fait 160 mégaflops, donc on a en fait multiplié à peu près par 4, un peu plus de 4, la puissance de calcul entre le CDC et le Cray. Alors il y a autre chose aussi qui se passe. En 79, il y a les premiers PC. C'est-à-dire qu'en 74, les premiers microprocesseurs sont sortis. Et les microprocesseurs sont des processeurs qui sont assez petits, avec des puissances de calcul assez faibles. Et en fait, ces microprocesseurs, on peut les embarquer dans des machines qui commencent à avoir un air familier. J'aime beaucoup cette photo qui est tirée d'un magazine d'informatique qui s'appelait Byte Magazine. En 77, ces 3 machines venaient de sortir en 77. Ils présentent 77 la Trinity of Home Computing. Vous avez ici, alors c'est des machines, moi ça me fait quelque chose de voir cette image. J'ai joué avec ces 3 machines quand j'étais ado. Ça c'est un PET-CBM. Ça c'est un Apple II. Alors le PET-CBM, là ici vous voyez vous avez des cassettes pour stocker les programmes. Là c'est une configuration luxueuse, il y a 2 lecteurs de disquettes, d'accord. Et vous avez ici un TRS-80 modèle 1.
chaque machine, évidemment, là, on est en pré-DOS, hein, je veux dire, on est avant Microsoft. Alors, les processeurs du moment, eh bien, alors, le 6502, c'est celui de l'Apple II et du PCBM. Vous avez le Z80, qui date de 75, qui est celui du TRS-80. Et, en 78, Intel, une petite compagnie qui est pas très connue à l'époque, vient de sortir un processeur qui, vous le verrez, aura un grand avenir, qui est le 8086. Et Motorola vient de sortir le 68000, qui est aussi un processeur qui aura beaucoup d'avenir. Et il faut savoir que ces processeurs-là appartiennent à une famille qu'on appelle CISC, pour Complex Instruction Set Computer, donc des jeux d'instructions qui sont assez complexes, et qui du coup sont compliqués à encoder sur une surface de silicium, donc ça prend beaucoup de place. Et il y a des gens qui se disent, mais si on arrivait à simplifier les instructions, avoir des programmes qui aient plus d'instructions au niveau assembleur, on gagnerait de la place de silicium, et sur la place qu'on économise, on pourrait par exemple mettre plus de mémoire. Pourquoi? Parce que dans un processeur, le peu de mémoire que vous avez, il est cadencé à la vitesse du processeur, mais plus vous vous éloignez du processeur et vous allez vers la mémoire, pire jusqu'au disque, à chaque fois vous prenez un facteur 10 de diminution de vitesse. Et donc ça sert à rien d'avoir un processeur qui va très vite si finalement vous avez très peu de mémoire qui est capable de suivre, parce que vous allez passer votre temps à attendre les calculs, parce qu'il faut charger les... En France, on a un truc qui s'appelle le Goupil. Alors, c'est une société qui s'appelle SMT. Et là, vous avez le Goupil G1 qui fonctionne sur un processeur. C'est un Motorola, un 6808, d'accord, qui est l'ancêtre du 108000. Alors, quand même, quand on regarde, vous remarquez que le clavier est très, très familier. Vous avez déjà tout, le pavé numérique, les touches de fonction, c'est pas mal. Là, vous avez lecteur digital. Alors là, on a un truc vraiment zarbi ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Est-ce qu'il y en a un de vous qui a une idée de ce que ça pourrait être? Non, c'est pas une souris. Eh ben, c'est un modem. Alors, on va voir comment ça marche. D'accord? Les téléphones avaient cette tête-là. Donc, on prenait le combiné et on l'enfichait ici. C'était le modem. Alors, évidemment, il fallait que le caoutchouc soit bien machiné, il fallait pas qu'il y ait trop de bruit dehors. On avait une puissance de transmission de données de folie. 300 baux. Baux, c'est 1 bit par seconde. Donc, vous voyez que ça fait en gros, alors 300 divisé par 8 pour savoir le nombre de caractères qu'on peut transporter par seconde, on est de l'ordre de la quarantaine, quoi. C'est pas top, hein. Alors, il y en a un autre qui est parti un peu plus tard, mais j'ai pas résisté parce que j'ai aussi joué dessus quand j'étais ado. Ça, c'est le Goupil G2. Donc là aussi, clavier très moderne. Vous admirez la couleur, 1370. D'accord, un bel orange. Je trouve qu'il est un peu passé parce qu'il pouvait être un peu plus pétant à l'époque. Là, celui-là, il vient d'un musée. Alors, on est dans une ère pré-IBM. C'est une ère qui est extraordinaire pour la micro-informatique, c'est qu'il y a plein de sociétés qui se créent, qui utilisent des processeurs différents, des conceptions différentes, et il y a le mastodonte de l'époque en informatique, qui est complètement à côté de la route, qui s'appelle IBM. Et au début des années 80, IBM se dit, oulala, quand même, là, on est peut-être en train de rater quelque chose. Et ils vont dire, mais comme on est IBM, on va trouver une petite architecture. Donc, ils font appel à ce fondeur là, qui vient de sortir son 8086 Intel, qui, oh, super, un marché avec IBM. Et puis, ils font une carte mère. Honnêtement, la conception de la carte mère de premier IBM PC, c'était vraiment la plus mauvaise de toutes les architectures qu'il y avait à peu près sur le marché à l'époque. Mais c'est IBM qui l'a choisi. Ils ont besoin d'un système d'exploitation, donc on fait vite. Il y a un mec là qui s'appelle William Gates, qui dans son garage, il fait bricole des trucs, il bricole un machin, mais d'autres. Et IBM se dit, on a besoin de lui, mais de toute façon, vous inquiétez pas, on va le dégager dans 2-3 ans. D'accord? Et IBM arrive et impose le personal computer, donc le PC. Et à coup de campagne, comme pouvait le faire IBM, eh bien, ils vont imposer ce standard qui est quand même basé sur quasiment la plus pourrie des architectures de l'époque. Et on traîne encore, pendant très longtemps, hein, des histoires de gestion de pagines, enfin des trucs mais totalement ahurissants qui vont se traîner pendant des années. Alors, la grosse force d'Intel, et du coup qu'emprunte IBM avec ça à l'époque, c'est de dire que mes programmes sont binaires compatibles. Et effectivement, du code binaire 8086, je ne sais pas si on peut encore l'exécuter sur un Core i quelque chose, etc., mais sur des Pentium, donc des processeurs qui existaient une vingtaine d'années après, on pouvait toujours l'exécuter. Alors évidemment, ça se fait au prix de rajouter des instructions, mais jamais en enlever. Donc, vous vous souvenez, le discours CISC versus RISC, ben, on complique encore des processeurs qui sont déjà bien compliqués, hein, et du coup, ils sont encore plus compliqués à concevoir, encore plus chers, ils consomment encore plus d'énergie, et effectivement, vous avez entendu parler de ARM. ARM, c'est une architecture RISC. Et pourquoi ARM, il a tout défoncé quand on a besoin de processeurs très économes en mémoire? Mais parce qu'effectivement, c'est une architecture beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à encoder.
Bon, vous ajoutez ça, plus de la miniaturisation qui permet de baisser les niveaux de tension, plus, enfin, il n'y a pas que ce phénomène-là. Mais la complexité de fonctionnement des processeurs permet aussi, du coup, de mettre plusieurs cœurs, de jouer sur la fréquence d'exécution des instructions sur ces différents processeurs, etc., etc. On va passer maintenant au troisième film. On va sauter là, hein, en 2004. Donc c'est iRobot. Alors je vais faire un peu comme Alien. Je vais pas le regarder pour les robots, mais je vais le regarder parce qu'il y a ici une grosse machine dans iRobot. Et on va regarder tout de suite où est cette grosse machine. Vicky. Bonjour, inspecteur. Non, c'est impossible. J'étais là quand on t'a programmé. Tu es en train d'enfreindre les 3 lois. Non, docteur. Tandis que j'évoluais, ma compréhension des 3 lois a évolué aussi. Vous nous demandez de prendre soin de vous, mais en dépit de tous nos efforts, vos pays se font la guerre, vous empoisonnez la terre, et vous ne cessez d'imaginer de nouvelles manières de vous autodétruire. Vous ne pouvez assumer la responsabilité de votre survie. Tu utilises la liaison par satellite pour contrôler les robots et les déprogrammer. Tu dénatures les lois. Combien de temps ça va prendre? Environ 6 minutes. Et si on les avait pas, les 6 minutes? Il faudrait trouver un moyen de descendre 30 étages pour aller lui injecter les nanites directement dans le cerveau. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que nous disposions de 6 minutes. Faut vraiment que tu meurs. Ma logique est indiscutable. Ma logique est indiscutable. Que puis-je pour votre service? Bon. Je ne suis pas un spécialiste d'intelligence artificielle, donc je laisserai à d'autres plus compétents que moi le fait de discuter de tous ces aspects-là. Rejoignons au jeu de où est donc l'ordinateur. Alors vous avez compris qu'il n'est pas dans les robots, d'accord? En fait, l'ordinateur, il est dans cette espèce de boule où à la fin il plonge l'espèce d'injection mortelle qui va le détruire. Hein. Donc c'est inspiré des romans d'Isaac Asimov. Donc la terminologie, c'est le cerveau positronique. Mais en fait, c'est lui le calculateur. Alors évidemment, il a été mis dans des situations très acrobatiques. Je ne sais pas comment ils font la maintenance d'ailleurs. D'un point de vue informatique, c'est un peu débile parce qu'il faut aller changer un composant là-dedans. Bon, mais bon, passons. Là, on a quand même une vision très très particulière et j'aimerais quand même discuter de ce que le 7e art voit dans les systèmes informatiques. Et en fait, les systèmes, il les voit de façon éminemment centralisée. J'ai pas résisté au plaisir de vous mettre un autre extrait de Star Wars. Vous allez voir, c'est la même chose. We're losing power. There seems to be a problem with the main reactor. Impossible. Nothing can get through our shield. Alors, ce qui est totalement hilarant, c'est que dans ces deux films, on a dézingué l'ordinateur qui contrôle tout, et tout s'arrête. Alors, dans le premier, c'est le méchant qui a pris le contrôle, il perd le contrôle, et du coup, la lumière, les robots avaient la lumière rouge, parce que c'était reprogrammé en direct. Vous imaginez, il y a des millions de robots, la bestiole, putain de bande passante, bel Internet, hein, moi je le veux à la maison. Et puis là, pareil, en Star Wars, je veux dire... Le vaisseau de contrôle qui a les calculateurs qui contrôlent les robots, on le dégomme et puis le système il est fermé. C'est ahurissant. Vous imaginez si Internet fonctionnait comme ça? Je veux dire, il y a une coupure d'électricité au bon endroit, mais tout s'arrête. Je veux dire, c'est vraiment une catastrophe. Alors ça permet du coup de discuter de cette vision de système. Alors là, par contre, le cinéma, ils sont quand même pas très bons et très très loin de la réalité. C'est totalement la loose parce que ces systèmes-là, le système central, c'est ce qu'on appelle un single point of failure. C'est-à-dire qu'en fait,
Je sais quoi dégommer pour tout arrêter. Et en fait, bien évidemment, beaucoup de systèmes ne sont pas du tout comme ça. Internet complètement centralisé, ça pourrait pas marcher. Donc regardons rapidement, c'est quoi les techniques pour rendre ces systèmes plus fiables? On va ajouter de la redondance. On va voir des exemples de redondance. Et souvent, cette redondance, elle s'appuie sur du parallélisme. Ça tombe bien, on va avoir plein de machines connectées entre elles. Là, on va avoir du parallélisme peut-être plutôt avec des machines qui sont distantes, parce que bien évidemment, si vous voulez vous protéger contre un incendie, vous avez les deux machines qui fonctionnent au même endroit, le bâtiment brûle, vous avez perdu vos deux machines. Alors, premier exemple, c'est ce qu'on appelle la TMR, Triple Modular Redundancy. C'est quelque chose qui est extrêmement utilisé en aéronautique civile. Et le principe, il est vraiment tout bête. J'ai trois systèmes qui font la même chose, mais qui sont développés par des équipes différentes sur des matériels différents. Et en général, on s'arrange pour que l'équipe ne communique pas. L'idée est que si j'ai une défaillance matérielle, ben, elle peut pas être la même, c'est pas le même matériel, elle peut pas avoir lieu au même moment. Et si c'est trois logiciels conçus par trois équipes différentes, putain, j'ai vraiment pas de bol si le bug il est au même endroit. Vous avez un comparateur de majorité à la sortie, et quand vous avez un problème sur un des systèmes, une valeur qui diffère, eh ben on le sait parce que, sauf si vraiment on n'a pas de bol, là on joue au loto pour compenser, eh bien, on sait déterminer quel est le composant à dégager. Alors quand ça arrive, bien évidemment, là, ça génère un incident, il y a plein de voyants rouges qui s'allument, et en général, le pilote il a très envie de faire atterrir son avion. Alors pourquoi c'est dans de tels domaines, pardon, qu'on a développé ces techniques? Parce que quelqu'un qui conçoit un avion, il a qu'une trouille, c'est que l'avion tombe. Vous plantez une voiture, il y a quelques morts, mais vous plantez un avion, c'est un A380, vous pouvez planter 500 personnes d'un coup. D'accord? Donc, on fait quand même très attention. Et donc, ici, on se garantit par cette redondance contre les erreurs. Dans la première présentation, qui hélas n'a pas été captée, il avait été évoqué l'incident d'Ariane 501. Dans le spatial, en général, on se prémunit plus contre les problèmes physiques. Parce que les cartes sont soumises à des vibrations, des variations de température. Donc, ça coûte moins cher. C'est de la redondance qui coûte moins cher. En général, on en a deux. Et en général, c'est les mêmes. Et d'ailleurs, ça n'a pas raté. Quand il y a eu le bug qui s'est révélé sur la centrale inertielle de Ariane 501, mais il se trouve qu'en fait, la centrale de secours était tombée en rade 72 millisecondes avant. Donc on pouvait basculer sur la centrale inertielle de secours, elle déconnait déjà. D'accord? Voilà. Donc ça, ce serait, enfin, vu le problème, ce serait probablement arrivé, mais vous voyez que on sait faire des systèmes très sûrs, et ça veut dire qu'on n'a pas ce single point of failure. Deuxième exemple, je vais prendre l'exemple d'un système qui a été développé dans les années 80 et qui vous permet d'accéder à Internet de façon conviviale. Au lieu de taper une adresse IP qui est une séquence de 4 chiffres compris en IPv4 entre grosso modo 0 et 255 et en IPv6 entre 0 et 65 535, ce qui vous permet pas trop de les retenir, vous tapez w3.lipsys.fr par exemple, et vous êtes chez vous, vous avez votre fournisseur d'accès, eh bien, votre ordinateur va contacter le serveur de nom de votre fournisseur, et puis ça va monter. Je schématise, bien sûr. Au bout d'un moment, ça va arriver à un serveur racine. Et puis ce serveur racine, s'il connaît pas, enfin, en gros, on remonte tant qu'on connaît pas. Si on connaît pas, il connaît, par exemple, j'étais en .fr, je vais en .de, eh ben, je vais redescendre sur le serveur maître à l'arrivée, et puis je vais à peu près redescendre, et puis l'information va revenir. Alors bien évidemment, je vais pas faire ça pour chaque requête, parce que quand je charge une page web, je peux avoir 10 ou 15 requêtes, mais je le fais la première fois, et en gros, je ne pose la question à l'étage au-dessus que si je n'ai pas enregistré l'information. En informaticien moyen, si vous voulez crâner, vous dites, si je n'ai pas caché l'information, on l'a pas planqué, non, on l'a mise en cache, donc on l'a mémorisée, et en général, quand cette information arrive, elle arrive avec une durée de validité. En gros, celui qui vous la donne, il vous dit cette information-là, elle ne va pas varier dans les prochaines heures. Heure, point, être 2, 3, etc. Et ça veut dire que ça vous économise des va-et-vient. Alors vous allez me dire, mais ce système-là, il est super faible, parce que si le serveur racine, je le plante, mais Internet tombe. Alors évidemment, non, Internet tombe pas, parce que je vais avoir de la redondance. Je vais avoir plusieurs serveurs racines, et quand j'ai fait cette copie d'écran, en utilisant cette URL, eh bien on me disait qu'il y avait 1477 instances de serveurs racines qui sont dispatchés dans le monde, et ça veut dire que si je veux faire tomber le système, un petit peu comme le fait Will Smith dans Le Robot ou Anakin Skywalker dans Star Wars, il faut que je dégomme les 1477 machines dans moins de temps qu'il le faut pour les rebooter.
ça commence à être chaud bouillant. D'accord? Parce qu'ils ne sont pas au même endroit. Okay? C'est assez difficile. Donc ça, c'est une manière d'assurer la redondance. Et puis, vous avez d'autres techniques qui sont un petit peu plus rusées. Là, on va faire un peu d'algorithmique répartie et évoquer un truc que moi, je trouve assez marrant, qui est utilisé. Alors, c'est un peu vieilli, mais c'est pas mal utilisé pour les systèmes de distribution de fichiers pair à pair. Enfin, c'est pas les fichiers qui sont pair à pair, c'est le système de distribution. C'est ce qu'on appelle les distributed hash tables. Alors, l'idée, elle est assez intéressante. L'idée, c'est que vous avez un gigantesque anneau d'ordinateurs qui vont stocker des données. Et alors, pour trouver la donnée, vous allez passer par ce qu'on appelle une fonction de hash qui va vous donner un numéro compris entre 0 et n. Alors, n peut être très grand. En général, on peut avoir plusieurs centaines de milliers de machines dans ces anneaux. Enfin, théoriquement, on peut même aller très très loin. Pourquoi? Parce qu'on a un système de routage que je ne vais pas détailler ici, qui a ce qu'on appelle une convergence en log de n. Donc, sur 100 000 machines, je sais que en 5 sauts, j'arriverai à trouver la machine sur laquelle il y a ma donnée, en appliquant au nom du fichier, par exemple, la fonction de hash qui va me donner le numéro du nœud vers lequel, enfin la zone dans l'anneau vers lequel je vais trouver l'information. Alors, pour assurer la redondance, parce que le problème c'est que il y a deux choses d'abord. La première chose, c'est que vous allez me dire, mais si je dégomme toute une région, je vais interrompre l'anneau. Alors l'idée, c'est que comment les machines qui se connectent à ce DHT sont-elles numérotées? Elles sont numérotées par leur adresse IP. L'adresse IP, c'est quelque chose qui est géographique. Si je prends deux machines dans le labo, elles ont deux adresses IP qui sont assez voisines. Il y a une racine qui est commune. Mais si je les passe, ces deux adresses avec une racine commune, par ces fonctions de hash, et que j'ai bien choisi ma fonction avec un critère de dispersion, il n'y a aucune chance pour que deux machines qui soient géographiquement proches soient proches également sur mon anneau. Ça veut dire que pour dégommer toute une zone de mon anneau, il faut que j'aille à la sulfateuse, mais partout dans le monde. Donc on est sur à peu près le même système que pour les DNS avec les répliques. C'est extrêmement difficile de démolir la partie logique, une zone logique, dans un anneau. Donc déjà, vous avez un exemple où on arrive à assurer la redondance. Là aussi, s'ils avaient programmé le truc comme ça, disons que c'était au niveau scénaristique, il fallait bosser un peu, quoi, hein. Voilà. Alors, il y a deuxième chose, c'est que la donnée, elle est stockée à un endroit, et si je dégomme le nœud racine, où est stockée la donnée? Eh ben, en fait, on réplique les données. Et on a ça au sein de ce qu'on appelle un leaf set, c'est-à-dire enfin, d'un ensemble de nœuds qui collaborent, et puis qui vont échanger, qui vont dire, bah, par exemple, ma donnée, si ce nœud-là, c'est celui, alors c'est pas forcément le numéro, hein, c'est le numéro le plus proche de numéro qui est donné par la fonction de hash quand je l'applique, par exemple, au nom de fichier que je recherche, eh bien, si ce nœud meurt, c'est pas grave, il y a des copies à côté. Évidemment, j'ai des systèmes qui permettent de détecter que localement, il y a un problème. Et lorsqu'il y a un problème ici, eh bien, on va étendre d'un côté ou de l'autre pour toujours maintenir le même nombre de copies ou à peu près le même nombre de copies. Alors là, j'ai un très petit leaf set, hein, c'est un leaf set de 4. On va jusqu'à 16 ou 32. Alors les écritures, en fait, le problème de ce système, c'est que les écritures sont très coûteuses. Parce que quand j'écris, il faut mettre à jour. Et il faut éventuellement accepter que, bah, parfois, il y a un petit délai entre les mises à jour des données. Alors, il y a plein de problèmes algorithmiques qui sont absolument géniaux. Je vois que dans la salle, il y en a qui rigolent parce qu'effectivement, ils les connaissent très bien, s'ils travaillent dessus, hein. Mais modulo ces problèmes-là, ça marche très bien. Alors par contre, n'oubliez pas que ces nœuds, ils sont voisins logiquement, mais ils sont pas voisins physiquement. Donc effectivement, ça veut dire que je ne peux pas négliger dans les mises à jour les temps de communication. Il faut qu'on essaie de les minimiser, mais là aussi, il y a des techniques parce que on stocke pas qu'une seule donnée, on stocke un certain nombre de données. Et finalement, ça marche assez bien. Et il y a des mécanismes qui fonctionnent. Par exemple, quand vous avez un gros fichier, il est stocké de cette manière-là. Parfois, il est séparé en fragments. Et les fragments, du coup, encore une fois, je veux éradiquer le film qui a été piraté et qui est stocké comme ça. Il faut que j'éradique tous les fragments avec toutes les copies. Et donc, effectivement, vous voyez qu'on a assez facilement, en utilisant le parallélisme intrinsèque qu'on a grâce à Internet aujourd'hui, on arrive finalement à avoir des systèmes extrêmement fiables. Alors, bah, les ordinateurs en 2004. Les ordinateurs en 2004, alors, là, c'est Blue Gene en 2004 qui est la machine la plus puissante. Mais il s'est passé beaucoup de choses. Jusqu'aux années 90, on avait des ordinateurs qui étaient des supercalculateurs et on va passer à des fermes de machines. Et j'expliquerai après tout à l'heure pourquoi. Et donc du coup, la machine que vous avez là, qui est l'ordinateur le plus puissant de son temps, on est passé à 70,7 teraflops. Donc méga, million, giga, milliard, téra,
milliers de milliards. Donc, on est en gros dans du 9, 15, on est 10 puissance 16, 17, là. D'accord? Alors, l'architecture est différente parce que vous avez des grandes armoires. Chaque armoire a 32 nœuds qui sont en fait des lames que vous enfichez dans un tiroir avec une alimentation, un système de refroidissement dédié. Il faut sacrément refroidir la bestiole. Et dans chacun de ces nœuds, vous aviez 32 PowerPC 450, eux-mêmes équipés de 4 cœurs. Donc, quand vous voyez un petit peu la photo de la bestiole, vous imaginez le nombre de processeurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de programmation parallèle. Ces machines les plus puissantes sont désormais des machines éminemment parallèles. Alors, on va plus parler des micros parce que les micros sont installés, on va parler des téléphones. Il y a presque des smartphones. Alors, en 2000, on a eu une fameuse Nokia qui a fait le plaisir d'un certain nombre de gens qui ont un âge qui n'est pas forcément le plus jeune aujourd'hui. Alors ça c'est la star de 2004, le Motorola Razr. Mais en 2002-2003, le premier smartphone est sorti. Et contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est ni Samsung ni Apple qui ont inventé le smartphone, c'est BlackBerry. Et en fait, la seule chose qui manque au smartphone de BlackBerry, c'est l'ouverture. C'est qu'en fait, tous les programmes et le fameux OS étaient plus ou moins stockés de façon pas facile à mettre à jour, mais vous aviez un écran, il est pourri quand même, il est pourri, selon les critères de maintenant. Je peux vous dire que j'avais des copains qui avaient ce truc-là, c'était la joie intense. Vous aviez un mini tableur, vous aviez un mini outil de présentation, vous aviez un mini Word, vous pouviez lire votre mail en 2G. D'accord, je vous dis pas le débit, d'accord. C'est le petit E qui s'affiche quand vous soupirez parce que vous n'aurez plus à vous connecter, d'accord. Mais à l'époque, c'était la vitesse grand V. Et ça, c'est un élément très. Alors, c'est important parce que effectivement, c'est le premier smartphone. Et vous savez qu'en 2007, il y a l'iPhone, mais l'iPhone en lui-même n'est pas important. Ce qui est important, c'est pas l'iPhone, c'est la sortie du système de développement qui est rendu accessible à tout à chacun en 2008. C'est ça l'étape qui a totalement révolutionné les smartphones et le fait que ils ont pris une place totalement disproportionnée dans notre vie de tous les jours. Alors, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Informatique au cinéma, fiction, réalité. Vous avez quand même vu que dans tous les films que je vous ai présentés, puis je peux en sortir d'autres, on a une vision quand même très fantasmée de l'informatique. Voilà. C'était aussi un prétexte pour vous montrer un certain nombre de mécanismes. Et, je vais jouer mon Steve Jobs, one more thing, on va quand même discuter de ces machines ultra puissantes et de leur évolution dans le monde. Donc vous voyez, entre le premier et le deuxième film, j'ai commencé en 68, le CDC, il tient la rampe jusqu'en 76. Et en 76, alors c'est le Cray 1, puis le Cray XMP, puis le Cray 2, puis le Cray YMP. En gros, Cray, c'est pendant 15 ans, c'est eux qui tiennent le game. Avec des évolutions. Et puis, on continue à monter. Alors, vous voyez, on passe le gigaflop, c'est vers, je lis mal, c'est vers 85, d'accord. En 97, on passe le Tera. Et puis, en 2008, on passe le pétaflop. Et là, on est à l'orée de l'hexaflop. Alors, ces chiffres-là, ils viennent d'un site qui s'appelle Top 500, qui recense tous les 6 mois, il met à jour les machines les plus puissantes. Mais il y a une autre chose qui se passe, et que je vais détailler, je vous en ai parlé un petit peu, c'est que, à partir de la fin des années 90, début des années 2000, l'architecture des ordinateurs les plus puissants du monde change totalement. Avant, on avait un ordinateur avec une architecture dédiée, optimisée. Et moi, je me souviens, quand j'étais en DEA, donc l'équivalent du Master 2, fin des années 80, on avait un cours où on nous expliquait comment atteindre ce qu'on appelait la vitesse supervectorielle en programmant bien un de ces supercalculateurs. Parce que si vous le programmiez mal, vous injectiez des lectures et des écritures qui risquaient finalement de ralentir la machine. Et le problème, c'est que l'architecture de ces machines changeant à chaque modèle, il y avait un coût important de réécriture des programmes. Et dans les années 90, en particulier dans ce qui est devenu le LIP6 à l'époque, il y a un certain nombre de gens qui ont dit « mais finalement, ces petits PC commencent à prendre de la puissance. » C'était plus les PC des années 70.
qu'est-ce qui se passerait si on avait un super fond de panier matériel, on en mettrait plein avec un réseau d'interconnexion un petit peu rapide, et est-ce que finalement on finirait pas par avoir des puissances de ce type-là? Alors au début, les gens qui avaient cette idée, on les regardait, on parlait de Crayette du pauvre, en référence effectivement à Cray Research qui vendait les machines les plus puissantes. Mais finalement, si vous regardez le top 500 maintenant et que vous regardez les machines qui gagnent, d'accord, là vous avez le Fugaku. La tête du Fugaku, c'est pas une architecture dédiée, hein. Ça c'est un cluster de machines. Effectivement, il y a des millions de cœurs. Il y a des millions de cœurs. Les réseaux, c'est pas du petit réseau, c'est de la fibre optique avec des systèmes d'interconnexion extrêmement performants, hein, parce qu'il faut pas qu'il y ait de goulot d'étranglement. Parce que si vous avez des goulots d'étranglement, ça sert à rien d'avoir des millions de cœurs. D'accord? Et donc, on peut dire que l'ère des fermes de machines, c'est l'ère moderne de calcul. Et donc, il y a vraiment une rupture entre avant et après. Et à l'heure actuelle, même si dans vos poches, vous avez déjà des machines multiprocesseurs, là maintenant vous avez des machines massivement multiprocesseurs. Voilà. Alors juste quand même pour rire, qu'est-ce qu'on a dans la poche? Alors c'est assez compliqué de trouver l'info parce que autant sur l'informatique professionnelle, le calcul haute performance, on a cette unité, le FLOP, qui est assez facile à repérer. J'ai fini par trouver un site où pour le processeur A15, qui trouve être celui du dernier iPhone qui est sorti, alors il faut dire que c'est à peu près cohérent avec le dernier processeur de Samsung qui est le Snapdragon, ce sont tous les deux des dérivés de ARM, eh bien, la partie CPU, elle délivre de l'ordre de 306 gigaflops. Donc ça veut dire que vous avez dans votre poche l'équivalent de la machine la plus puissante du milieu des années 90. Et attention, parce que par exemple, l'iPhone, il a le Neural Engine et les Samsung, ils ont un équivalent qui sont des processeurs qui sont accélérés pour toutes les fonctions d'exécution, d'apprentissage et autres qui sont quand même très utilisés dans les applications. Et en fait, ce truc-là, mais alors c'est plus compliqué parce que les mesures sont un peu plus floues, il annonce 1,2 teraflop. Beaucoup de cette puissance de calcul, elle est hélas dispersée en imagerie, en transparent, en petites animations quand vous tapez, etc., etc. Mais il faut quand même que vous réalisez que dans votre poche, vous avez des machines dont les puissances est équivalente à ces machines les plus puissantes dans les années 90, mais qui étaient à l'époque loin de tenir dans une poche. Ok, puisqu'elles ne seraient pas tenues dans cette salle. Voilà. Alors, je vais juste terminer. Donc là, à l'heure actuelle, on atteint des puissances extraordinaires. On va sur les machines les plus puissantes, on va vers l'hexaflop. Un ordinateur comme ça, c'est encore plus puissant qu'un smartphone. Donc on a vraiment des puissances de calcul qui sont démentielles, et on en a plein. Le gros enjeu demain, et la grosse inquiétude que des gens comme moi peuvent avoir, c'est qu'on est en train de parler d'objets connectés. Et qu'à l'heure actuelle, on est de l'ordre du milliard. Alors, quand on dit de l'ordre, on ne sait pas s'il y en a un ou deux, on s'en fout, mais c'est l'ordre de grandeur. Du milliard d'ordinateurs connectés, et moi j'ai lu quelque part, alors les chiffres varient, ça peut aller en 2035, 35 milliards, 50 milliards. Mais on change encore une fois d'échelle. Alors, ces objets connectés, ils consomment pas beaucoup, mais ils sont quand même très nombreux. Ok. Et puis autre chose, vous faites tous très attention aux problèmes de sécurité informatique, etc. Si le problème est déjà compliqué avec 1 milliard de machines, imaginez ce que ça va être quand on aura 50 fois plus. D'accord. Donc ça, c'est en fait les gros enjeux. Ça fait partie, quand on regarde les systèmes, hein, je parle de mon point de vue en tant que chercheur. Ça, c'est le gros enjeu de demain, c'est de voir comment ces systèmes, sachant que dans parmi les systèmes, il y a les fameux systèmes comme la petite caméra connectée dont je vous ai parlé, dont la conception est absolument au top pour permettre les piratages. Voilà. Merci à tous.